Je m'appelle Arthur. J'ai 32 ans. Exactement 3 jours après avoir emménagé dans la maison pour laquelle j'avais épargné pendant 6 années implacables et éreintantes, mes propres parents m'ont intenté un procès pour me la retirer. Alors que je me tenais dans mon nouveau salon, tenant les documents juridiques qui me traitaient comme un criminel ordinaire, mon père m'a regardé droit dans les yeux au téléphone et m'a dit « Cette maison appartient à ton frère ». Ils ont complètement invalidé mon travail acharné, m'humiliant et traitant la plus grande réussite de ma vie comme un fonds fiduciaire destiné à quelqu'un d'autre. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Mon oncle Henri conservait une lettre notariée de mes grands-parents décédés. Une arme qui détruirait complètement leur dossier fabriqué de toutes pièces. Et maintenant, ce sont eux qui supplient ma clémence alors que la banque menace de saisir leur propre maison. Avant de vous raconter exactement comment ce cauchemar s'est déroulé, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez en la justice, et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où tout a commencé. Je me rappelle encore parfaitement l'odeur de ce mardi matin. C'était un mélange de peinture intérieure fraîche, de carton et de nettoyant au pain. Le soleil du matin traversait les grandes baies vitrées de mon nouveau salon, projetant des rectangles chauds et dorés sur le parquet d'origine. J'étais épuisé, mes muscles endoloris par 3 jours passés à porter seul de lourds meubles dans un escalier. Mais je ne m'étais jamais senti aussi heureux de toute ma vie. C'était une maison d'artisan classique à 2 étages, nichée dans une rue calme à la lisière de la ville. Elle avait un porche enveloppant, des chênes matures dans la cour avant et des fondations en briques massives. Le marché immobilier local avait été un véritable cauchemar. C'était une machine implacable conçue pour broyer les premiers acheteurs. J'avais navigué à travers les guerres d'enchères, les agents immobiliers agressifs, les inspections de maisons angoissantes et l'attente insoutenable de la date de signature. Mais j'avais gagné. Les lourdes clés en laiton posées sur le comptoir de la cuisine étaient la manifestation physique de ma liberté. Elles représentaient chaque vacance manquée, chaque déjeuner sur le pouce mangé à mon bureau, et chaque nuit tardive passée à fixer des lignes de code pour faire des heures supplémentaires. J'étais à genoux dans la cuisine, aux prises avec un rouleau de ruban adhésif d'emballage et déballant un carton d'acier de bon marché que j'avais acheté chez Walmart des années auparavant, quand la sonnette a retenti. Le son a résonné dans les couloirs vides. J'ai essuyé la sueur de mon front, laissant une légère traînée de poussière sur mon sourcil, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai ouvert la lourde porte en chêne, m'attendant à une livraison de colis, ou peut-être à un voisin venant se présenter. Au lieu de cela, un homme portant un polo gris froissé et un pantalon sombre se tenait sur mon porche. Il tenait une épaisse enveloppe Kraft et un presse-papier. Il avait l'expression neutre et détachée d'un homme qui livre de mauvaises nouvelles pour gagner sa vie. « Arthur Vance ?» a-t-il demandé. Sa voix était complètement monotone. « C'est bien moi », ai-je répondu, m'appuyant nonchalamment contre le cadre de la porte. « Vous êtes assigné en justice ?» a-t-il dit. Il a pressé l'épaisse enveloppe contre ma poitrine, a tourné les talons et a descendu rapidement mon allée en béton vers une berline banalisée garée dans la rue. Je suis resté figé sur le porche. Le quartier autour de moi était d'une normalité douloureuse. Une tondeuse à gazon bourdonnait quelques maisons plus loin. Une femme en pantalon de yoga passait en courant avec son Golden Retriever. Le système d'arrosage automatique du voisin cliquetait en rythme. Et j'étais là, tenant un document juridique qui semblait plus lourd que la maison elle-même. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai verrouillé le loquet de sécurité. Mes doigts semblaient engourdis, presque maladroits, alors que je déchirais le haut de l'enveloppe. J'ai sorti une épaisse pile de papiers agrafés dans le coin. Le sceau officiel du tribunal de comté était tamponné sur la première page. Mes yeux ont parcouru le document et le mot « demandeur » a sauté de la page blanche comme un coup physique. En dessous, 2 noms étaient imprimés en lettres grasses noires. Richard Vance et Eleanor Vance, mon père et ma mère. Juste en dessous de leur nom figurait un autre, Julian Vance, mon jeune frère. Et juste là, inscrit clairement à côté de « défendeur », se trouvait mon nom. Mon cœur a frappé contre mes côtes si fort que cela faisait physiquement mal. L'air dans la pièce a soudain semblé incroyablement rare, comme si l'oxygène avait été aspiré par les bouches de climatisation. Je me suis approché de l'îlot de cuisine, le seul meuble que j'avais réussi à assembler complètement, et j'ai étalé les papiers sur le comptoir en granit. C'était une poursuite civile formelle. Le jargon juridique était dense, mais le message laconique était terrifiant de clarté. Il contestait la propriété de mon bien.
Il prétendait formellement que les fonds que j'avais utilisés pour l'apport initial faisaient en réalité partie d'un héritage contesté destiné spécifiquement à Julien. Il réclamait une injonction et demandait que le titre de propriété soit immédiatement transféré à son nom. Ma vision s'est troublée. J'ai senti une sueur froide perler sur ma nuque. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran était légèrement fissuré dans le coin, un témoignage du temps pendant lequel j'avais refusé de le changer juste pour économiser une centaine de dollars par mois. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai laissé tomber le téléphone sur le comptoir une fois avant de réussir à composer le numéro de mon père. Ça a sonné 3 fois. Chaque tonalité amplifiait les battements dans mes oreilles. « Arthur » a répondu Richard. Sa voix était complètement dépourvue de chaleur. C'était le ton exact qu'il utilisait pour négocier le prix d'une voiture chez un concessionnaire ou pour congédier un serveur dans un restaurant. Froid, calculateur et d'une supériorité absolue. « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ma voix tremblait. Je détestais qu'elle tremble, mais j'étais terrifié. Je viens de recevoir une pile de documents juridiques d'un huissier. Vous me poursuivez en justice pour ma propre maison. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan chez lui. Un match de sport, la rumeur d'une foule. Il était assis dans son fauteuil inclinable à regarder un match de football tout entraînant son fils aîné dans un bain de sang juridique. Nous devons discuter de la situation concernant la propriété, Arthur, a dit Richard d'un ton plat et officiel. Ta mère et moi avons parlé avec un avocat. Les fonds désignés pour la future maison de Julien devaient lui revenir. Tu le savais. J'ai agrippé le bord du comptoir en granit jusqu'à ce que mes articulations deviennent complètement blanches. Quel fonds ? De quoi parles-tu ? Il n'y avait aucun fonds désigné. J'ai acheté cette maison avec mon propre salaire. J'ai les relevés bancaires des 6 dernières années. Je peux montrer chaque dépôt. Tu te montres difficile comme toujours, a rétorqué Richard, l'irritation perçant enfin sous sa façade calme. Cette maison appartient à ton frère. Il en a plus besoin que toi. Il prévoit de s'installer. Et tu lui as coupé l'herbe sous le pied en prenant son argent. Il n'a même jamais regardé cette maison, ai-je crié, le son résonnant durement sur les murs vides de ma cuisine. Il n'a même pas d'emploi. La ligne a cliqueté. Eleanor, ma mère, avait décroché le combiné de la cuisine. Arthur, s'il te plaît, arrête de crier sur ton père, a-t-elle dit doucement. Sa voix dégoulinait de cette culpabilité toxique et militarisée qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Nous voulons juste arranger les choses pour Julien. Tu sais à quel point les choses ont été difficiles pour lui. Tu as un bon salaire. Tu peux simplement aller en acheter une autre. Nous sommes une famille, chérie. Tu dois partager ce que tu as. Je me suis senti physiquement malade. En acheter une autre. Comme si 6 ans de privation financière absolue, à manger de la soupe en boîte bon marché et à conduire une voiture avec une transmission défaillante, équivalait à prendre une brique de lait supplémentaire à l'épicerie. Ils étaient entièrement détachés de la réalité. Ils flottaient dans une bulle délirante où Julien était le centre absolu de l'univers et où je n'étais qu'une ressource jetable à exploiter dès qu'il avait besoin de quelque chose. Je n'abandonne pas ma maison, ai-je dit. Ma voix est descendue dans un registre bas et dur que je ne me connaissais pas. La peur s'était soudainement muée en une colère sombre et profonde. Alors on se verra au tribunal, Arthur, a répondu froidement Richard. Nous déposons l'injonction demain. La ligne a coupé. Je suis resté debout dans le silence profond de ma cuisine. La maison pour laquelle j'avais saigné. Le sanctuaire que j'avais construit pour leur échapper était désormais un champ de bataille. En fixant la menace juridique portant les noms de ma famille, j'ai réalisé une vérité terrifiante et indéniable. Mes parents n'étaient pas confus. Ils ne se trompaient pas. Ils étaient pleinement prêts à détruire ma vie, à ruiner mon crédit et à prendre tout ce que je possédais pour ouvrir la voie à mon frère. Mais ils avaient radicalement sous-estimé à quel point j'étais prêt à me battre. Pour comprendre l'audace pure de ce procès et la folie absolue de leurs affirmations, il faut comprendre l'écosystème toxique dans lequel j'ai grandi. Julien n'était pas seulement le plus jeune enfant. C'était l'enfant roi. C'était le soleil autour duquel mes parents gravitaient, et je n'étais qu'un satellite utile uniquement pour absorber l'impact des astéroïdes. J'avais 4 ans de plus, ce qui à leurs yeux signifiait simplement que j'avais 4 ans d'avance pour apprendre à être autonome afin qu'ils puissent se concentrer entièrement sur lui. L'injustice n'était pas subtile. Elle était systémique.
Je me souviens très bien des funérailles de mon grand-père. J'avais 16 ans. C'était un après-midi sombre et pluvieux de la fin octobre. Mes grands-parents avaient vécu modestement, mais ils avaient toujours fièrement promis d'aider à l'éducation de leur petit-fils. Ils parlaient fréquemment d'un fonds d'études qu'ils constituaient pour nous. Quelques mois après les funérailles, j'étais assis à la table de la salle à manger, étalant mes brochures universitaires et calculant les frais de scolarité. J'étais terrifié par les dettes étudiantes. J'ai interrogé mon père sur le fonds d'études dont mon grand-père avait parlé avant de mourir. Richard n'a même pas levé les yeux de son journal. Il a pris une gorgée de son café noir et a détruit mon avenir avec désinvolture. Nous avons dû réorienter ces fonds, Arthur, a-t-il dit sans un soupçon de remords. Julien a besoin d'un véhicule fiable pour ses activités extrascolaires. Et ta mère voulait rénover la cuisine. Tu es intelligent. Tu trouveras des bourses. Je me souviens de la profonde blessure de ce moment. L'héritage de mon grand-père, destiné à financer mes études, était actuellement garé dans notre allée sous la forme d'un SUV flambant neuf, entièrement équipé, pour mon frère de 12 ans, qui n'avait même pas encore son permis de conduire. À partir de ce jour, j'ai su que j'étais entièrement livré à moi-même. J'ai cumulé 3 emplois à temps partiel pendant mes 2 dernières années de lycée et tout au long de mes études supérieures. J'ai retourné des steaks en sentant la graisse rance, j'ai donné des cours particuliers de mathématiques à des enfants de familles aisées et j'ai mis des produits en rayon dans un supermarché pendant l'équipe de nuit. Pendant que Julien faisait des voyages en Europe financés par les cartes de crédit de mes parents et participait à des camps d'été coûteux, je mangeais des nouilles instantanées dans un appartement en sous-sol humide et je suivais chaque centime sur un ordinateur portable cassé. Quand j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai miraculeusement décroché un emploi solide d'ingénieur logiciel, la dynamique n'a pas changé. Elle a seulement muté en quelque chose de plus laid. Mon salaire est devenu une source majeure de conflits au sein de la famille. Si j'achetais une nouvelle paire de chaussures de travail, Eleanor soupirait lourdement lors des réunions de famille et disait « Ce doit être agréable d'avoir un revenu disponible, Arthur. » Julien a du mal à payer son loyer ce mois-ci. Julien, pour situer le contexte, avait abandonné 3 cursus universitaires différents. Il poursuivait actuellement une carrière d'influenceur sur les réseaux sociaux tout en vivant dans un appartement coûteux du centre-ville pour lequel mes parents s'étaient portés garants. Il se réveillait à midi, publiait des photos de café latte coûteux sur les réseaux sociaux et appelait mes parents dès que son compte bancaire tombait à zéro. J'ai appris très tôt que la seule façon de survivre était de construire une forteresse financière et émotionnelle autour de moi. Pendant 6 ans, j'ai vécu comme un fantôme. J'ai maximisé mes cotisations de retraite pour que l'argent soit totalement hors de portée. Je conduisais une berline Honda de 10 ans d'âge qui vibrait de manière terrifiante dès qu'elle atteignait les 100 km/h sur l'autoroute. Je déclinais les invitations dans les bars, aux concerts, à tout. Chaque fois que mes collègues sortaient manger des steaks coûteux pour fêter une promotion, je rentrais chez moi, je mangeais un sandwich à la dinde froid et je transférais l'argent que j'aurais dépensé directement sur un compte d'épargne à haut rendement. Je canalisais chaque once de mon énergie, chaque goutte de sueur dans un but unique, une maison. Je voulais un morceau de terre qui n'appartienne qu'à moi. Un endroit où les verrous sur les portes signifiaient que je décidais qui avait le droit d'entrer. Un endroit où ma famille ne pourrait pas m'atteindre. Mon ami Marcus, un gars que j'avais rencontré dans un cours de calcul extrêmement difficile en 2e année, était le seul à vraiment comprendre. Nous prenions un café bon marché dans un restaurant un dimanche matin quand j'ai enfin ouvert mon application bancaire pour lui montrer le solde de mon compte d'épargne. Marcus a fixé les chiffres sur mon téléphone, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Mec, tu as réussi. Tu as l'apport complet. 20%. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange d'épuisement profond et de fierté immense. Plus de quoi couvrir tous les frais de clôture et les réparations d'urgence. Je commence les visites de maison le week-end prochain avec un agent immobilier. Ne le dis pas à ta famille, a immédiatement averti Marcus, pointant sa tasse de café directement vers ma poitrine. Son expression était on ne peut plus sérieuse. Je suis absolument sérieux, Arthur. À la seconde où ils sentiront l'argent, à la seconde où ils sauront que tu as de vrais actifs, ils trouveront un moyen de lier cela à Julien. Ils te culpabiliseront pour que tu paies ses dettes. J'aurais dû l'écouter. Mon Dieu, j'aurais dû l'écouter. Mais il y a une part pathétique et profondément ancrée dans la psyché humaine qui cherche constamment la validation parentale. Peu importe le nombre de fois où l'on s'est brûlé, on continue de toucher le poil brûlant, en espérant désespérément que cette fois, ce sera doux comme une étreinte chaleureuse.
Un mois plus tard, j'ai trouvé la maison. J'ai négocié d'arrache-pied, signé la montagne de paperasse et obtenu le prêt hypothécaire. L'encre était à peine sèche que mes parents m'ont invité chez eux pour l'un des célèbres dîners du dimanche d'Éléanore. La table de la salle à manger gémissait sous le poids de la dinde rôtie, de la purée de pommes de terre, du gratin de haricots verts et des petits pains fraîchement cuits. La maison sentait la cannelle et l'ail rôti. L'ambiance était festive. Pendant un bref et stupide instant, je me suis senti en sécurité. Alors que nous nous asseyions et commencions à nous passer les plats, j'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur palpitait d'excitation. J'ai une nouvelle, ai-je dit, regardant mon père puis ma mère. J'ai enfin signé pour une maison. J'ai les clés vendredi. Éléanore a laissé tomber sa cuillère de service dans la purée de pommes de terre. Elle a frappé dans ses mains, ses yeux brillants de ce qui semblait être de véritables larmes. Oh, Arthur, c'est merveilleux. Nous sommes tellement incroyablement fiers de toi. Richard a hoché la tête en signe d'approbation, prenant une lente gorgée de son vin rouge coûteux. L'immobilier est un investissement judicieux, mon fils. À condition de bien gérer les taxes foncières. Bon travail. Pendant exactement 10 secondes, je l'ai ressenti. Cette chaleur insaisissable et fragile d'une famille sincèrement heureuse de ma réussite. Puis Julien a repoussé son assiette. Il s'est affalé sur sa chaise, faisant tourner les glaçons dans son verre en cristal. Ce doit être bien d'avoir ce salaire d'ingénieur d'entreprise, a-t-il marmonné assez fort pour que toute la pièce l'entende. Le ressentiment dans sa voix était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Certains d'entre nous essaient encore de trouver leur voie et luttent pour survivre. Maïs bien sûr, vas-y, achète-toi un immense manoir juste pour toi tout seul. L'air dans la salle à manger s'est instantanément transformé en glace. J'ai regardé Julien, puis mes parents. J'ai attendu que Richard le reprenne. J'ai attendu qu'Éléanore lui dise de respecter ma réussite. Personne ne l'a corrigé. Personne n'a dit un mot. C'est une modeste maison de 3 chambres, Julien, ai-je dit, gardant ma voix soigneusement calme. Et j'ai travaillé très dur pour l'avoir. J'ai économisé pendant 6 ans. Julien a ricané, levant les yeux au ciel et laissant échapper un rire grinçant. Tu es assis dans un bureau climatisé à taper sur un clavier. Ce n'est pas vraiment un travail de force, mon frère. Bref, maman, quand est-ce qu'on va regarder ces lofts en centre-ville que tu as promis de m'aider à obtenir? Mon bail se termine dans 2 mois, et j'ai besoin d'un endroit avec une meilleure luminosité pour mes vidéos. Éléanore a immédiatement détourné son attention de moi, se penchant vers Julien avec un sourire apaisant et empressé. Le week-end prochain, mon chéri, je te le promets. Nous te trouverons quelque chose de parfait. J'ai mangé le reste de mon repas dans un silence total. La nourriture avait un goût de cendre dans ma bouche. J'ai réalisé à ce moment-là que ma victoire n'était pas la leur à célébrer. Mon indépendance financière était en réalité une menace massive pour la structure familiale. En achetant une maison, je prouvais que je n'avais pas besoin de tout en soulignant simultanément l'échec total de Julien à prendre son envol. Je me suis éclipsé tôt, prétextant une semaine de travail chargé. Je suis retourné dans mon petit appartement loué et exigu et j'ai fini d'emballer mes cartons dans le noir. Je pensais que ce dîner inconfortable était la fin de l'histoire. Je pensais que c'était juste une autre démonstration classique de leur favoritisme. Je n'avais aucune idée que ce n'était que l'allumette que l'on craquait. L'explosion approchait, et ils avaient soigneusement disposé la dynamite tout en me souriant en plein visage. L'illusion de paix a duré exactement 4 jours après mon emménagement dans la nouvelle maison. J'étais au travail, assis dans mon box au 4e étage du bâtiment de mon entreprise, plongé dans une session de codage complexe. J'avais mes écouteurs sur les oreilles, bloquant le bruit du bureau. Mon téléphone, posé à côté de mon clavier, a commencé à vibrer. Je l'ai ignoré. Puis il a vibré encore et encore. C'était un vrombissement incessant, comme un frelon en colère piégé contre la vitre de mon bureau. Agacé, j'ai retiré mes écouteurs et j'ai pris l'appareil. J'ai vu 5 appels manqués de Marcus et une série de messages textes rapides. Le dernier message disait « Arthur, tu dois regarder Facebook tout de suite. Ne réponds à rien. Regarde juste. Appelle-moi immédiatement après. » Mon estomac s'est complètement noué. Un sentiment d'effroi m'a envahi. J'ai ouvert l'application Facebook,
que j'utilisais rarement à part pour vérifier les anniversaires de la famille éloignée. Tout en haut de mon fil d'actualité, épinglé et fortement mise en avant par l'algorithme, se trouvait une publication publique de Julian. Elle était en ligne depuis 3 heures. Elle comptait des centaines de mentions j'aime, des dizaines de partages et un flux infini de commentaires. La publication disait « Cela me brise absolument le cœur de voir comment la cupidité peut détruire une famille. Alors que je lutte pour m'en sortir et que je fais face à l'expulsion, mon frère aîné a secrètement manipulé nos parents. Il a utilisé l'argent de l'héritage que notre défunte grand-mère avait explicitement destiné à ma première maison pour s'acheter une maison de luxe. Il m'a laissé sans rien. La famille est censée se protéger mutuellement, mais je suppose que l'argent est plus important pour certaines personnes. S'il vous plaît, priez pour mes parents. Ils sont dévastés par sa trahison. » Une photo haute résolution de ma nouvelle maison était jointe à la publication. Une photo qu'il avait dû prendre depuis sa voiture garée directement en face de chez moi. Il était venu devant chez moi, l'avait photographié et l'avait utilisé comme décor pour son énorme mensonge. J'ai arrêté de respirer. Le bureau autour de moi, le ronronnement des serveurs, le cliquetis des claviers, les bavardages feutrés de mes collègues près de la fontaine à eau se sont complètement évanouis. J'étais piégé dans un vide de panique et de rage pure. J'ai parcouru les commentaires d'un pouce tremblant. Des gens que je connaissais depuis le lycée, des membres de la famille élargie, des connaissances de l'église et de parfaits inconnus me traînaient dans la boue. Je n'arrive pas à croire qu'Arthur puisse faire quelque chose d'aussi diabolique. Prendre l'argent de son propre frère? Quel sociopathe! Julian, reste fort. Tu devrais prendre un avocat et le poursuivre pour tout ce qu'il a. C'était un mensonge méticuleusement conçu. C'était une exécution publique de ma réputation. Avant même que je ne puisse réaliser l'ampleur de la diffamation, mon téléphone a sonné dans ma main. C'était ma tante Béatrice, la sœur aînée de ma mère. C'était une femme connue pour ses commérages et sa fausse gentillesse de bigote. J'ai répondu en sortant dans le couloir du bureau, ayant désespérément besoin de parler à quelqu'un de raisonnable. « Arthur, mon chéri, j'ai vu la publication », a dit Béatrice, sa voix débordante d'une sollicitude mielleuse. « Je suis tellement inquiète pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi et Julian vous disputez-vous ainsi en public? » Tante B, c'est un mensonge complet et absolu, ai-je chuchoté avec force, arpentant le couloir moquetté, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai jamais touché à un quelconque héritage. L'argent de grand-père a disparu il y a des années. Papa l'a dépensé pour la première voiture de Julian. J'ai acheté cette maison avec mes propres économies, grâce à mon salaire. Il invente tout cela pour me détruire. Il y a eu un léger silence au bout du fil, un infime changement presque imperceptible dans sa respiration. « Eh bien », a dit Béatrice d'un ton qui changeait légèrement, devenant plus inquisiteur et moins réconfortant, « ta mère est tout simplement dévastée, Arthur. Elle dit que tu refuses de discuter de la propriété avec eux. As-tu mis la maison entièrement à ton nom? Y a-t-il des co-garants? Peut-être que si tu inscrivais simplement Julian sur le titre de propriété ou si tu lui donnais la moitié de la valeur nette, tout cela se tasserait et la famille pourrait guérir. » Je me suis arrêté de marcher. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Elle n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Elle n'appelait pas pour entendre ma version des faits. Elle cherchait des informations juridiques. Elle agissait comme agent de renseignement pour mes parents afin de savoir à quel point le titre de propriété de ma maison était vulnérable. Je dois retourner travailler, Béatrice, ai-je dit froidement, ma voix devenant de pierre. J'ai raccroché le téléphone sans attendre de réponse. Je me sentais complètement cerné. C'était comme mener une bataille féroce pour ma propre santé mentale, et la partie adverse était ma propre lignée. J'ai quitté le travail plus tôt ce jour-là. Je ne pouvais plus regarder mon écran d'ordinateur. Je suis rentré chez moi, agrippant le volant si fort que mes mains se sont crispées. Quand je me suis engagé dans mon allée, la maison m'a semblé différente. Le sanctuaire avait été violé. Mon adresse était publique. Le monde entier pensait que j'étais un voleur. Ce soir-là, l'épuisement a fini par m'emporter. Je me suis endormi sur un matelas posé sur le sol de la chambre principale, mon téléphone serré dans ma main. Mais à 2 heures du matin, mes yeux se sont grands ouverts. Un bruit. Un frottement métallique. Je suis resté parfaitement immobile dans le noir, mon cœur battant un rythme frénétique et terrifiant contre mes côtes.
Le son provenait du porche d'entrée. Quelqu'un était à ma porte. Je me suis glissé hors du matelas, me déplaçant en silence, pieds nus. Je me suis glissé dans le couloir, évitant les lattes de parquet que je savais grinçantes. J'ai atteint la fenêtre du salon et, millimètre par millimètre, j'ai délicatement écarté le bord du store. Sous la faible lueur orangée du lampadaire, 2 silhouettes se tenaient sur mon porche. L'une d'elles était Julien. Il tenait une lourde lampe torche Maglite. L'autre homme, qui tenait un ensemble d'outils de crochetage et une perceuse robuste, travaillait sur le verrou de ma porte d'entrée. Julien avait amené un serrurier chez moi au milieu de la nuit. Il essayait de changer les serrures et de prendre physiquement possession de la propriété pendant que je dormais à l'intérieur, espérant probablement revendiquer des droits de squatteur ou forcer une confrontation avant même que les tribunaux ne s'en mêlent. Une décharge d'adrénaline a traversé mon corps comme un train à grande vitesse. Chaque instinct primaire me criait d'ouvrir brusquement la porte, de le plaquer au sol et de le ruer de coups jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Mais une voix froide et calculatrice dans ma tête, la voix d'un ingénieur entraîné à documenter, analyser et résoudre des problèmes complexes, a pris le dessus. J'ai sorti mon téléphone, activé le mode vidéo et lancé l'enregistrement. À travers la petite fente du store, j'ai filmé le serrurier travaillant sur la serrure. J'ai filmé Julien regardant sa montre, faisant les 100 pas nerveusement et chuchotant avec impatience. J'ai zoomé pour capturer clairement leur visage sous la lumière du porche. Et, ai-je entendu le serrurier marmonner, sa voix traversant la vitre fine. C'est une gâche de haute sécurité. Je ne peux pas crocheter ça facilement. Je dois percer. Ça va faire du bruit. Alors perce, a murmuré Julien avec colère, le visage crispé par la rage. C'est ma maison. Fais-le, c'est tout. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai reculé lentement dans le couloir. J'ai atteint le clavier de l'alarme numérique que j'avais installé sur le mur dès mon premier jour d'emménagement. J'ai soulevé le couvercle en plastique et j'ai écrasé ma paume contre le bouton anti-panique rouge. Une sirène assourdissante, stridente et terrifiante a retenti à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Les projecteurs de sécurité du porche ont commencé à clignoter d'un blanc aveuglant, voyant la cour avant se transformer en une scène de panique chaotique. À travers la fenêtre, j'ai vu Julien et le serrurier sursauter de terreur pure. Le serrurier a laissé tomber sa lourde perceuse sur le béton du porche, s'est retourné et a couru vers une camionnette blanche garée plus bas dans la rue. Julien est resté figé pendant exactement 2 secondes, le visage pâle comme la mort sous les flashs des projecteurs, avant de faire demi-tour et de s'enfuir en courant à travers ma pelouse. Il a trébuché sur le tuyau d'arrosage, est tombé face contre terre dans l'herbe, s'est relevé péniblement et a disparu dans l'obscurité. Je suis resté debout sous les lumières clignotantes du système d'alarme, respirant lourdement, la poitrine haletante. La police est arrivée exactement 8 minutes plus tard, sirène hurlante. Y ai ouvert la porte et leur ai montré la vidéo sur mon téléphone. Y ai pointé les rayures sur ma serrure et la perceuse abandonnée sur le porche. J'ai déposé une plainte officielle pour tentative d'effraction et vandalisme. L'officier m'a demandé si je voulais porter plainte au pénal immédiatement. Pas ce soir, ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'avais besoin de ces munitions pour la guerre à venir. J'en avais besoin sur papier. L'officier m'a remis un double du rapport de police, comportant le nom de Julien et l'heure exacte de l'infraction. Alors que la voiture de police s'éloignait, projetant des reflets rouges et bleus sur les murs de mon salon, j'ai verrouillé la porte et me suis laissé glisser sur le sol, le dos contre le bois lourd. Ils avaient essayé de s'introduire chez moi. Mon propre frère avait essayé de percer mes serrures. Toute tristesse résiduelle avait disparu. Le faible espoir pathétique d'une dynamique familiale heureuse était mort et enterré dans la cour avant. À sa place s'était installée une détermination froide et impénétrable. Il voulait un procès. Il voulait traîner mon nom dans la boue et voler ma propriété. Soit. J'allais réduire leur récit en cendres. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de message à Julien pour lui hurler dessus. Je n'ai pas publié de défense sur Facebook. J'ai appelé Marcus. J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit dès qu'il a décroché. Je n'ai pas besoin d'un médiateur familial. J'ai besoin de l'avocat en immobilier et en succession le plus féroce, le plus pointu et le plus impitoyable de cette ville. Marcus n'a pas hésité une seconde. Victoria Vance. Elle a géré le divorce difficile de mon patron l'année dernière.
Elle a anéanti la partie adverse. Elle est brillante, mais elle est chère, Arthur. Vraiment très chère. Peu importe ce qu'elle coûte, ai-je répondu, fixant la copie du rapport de police posée sur le comptoir de ma cuisine. Obtiens-moi un rendez-vous aujourd'hui. À 14h cet après-midi-là, je suis entré dans un immense gratte-ciel du centre-ville. Le bureau de Victoria Vance se trouvait au 30e étage, une suite intimidante aux parois de verre et d'acier poli qui dominait toute la ville. Victoria elle-même était encore plus intimidante que son bureau. C'était une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur gris anthracite ajusté. Ses yeux étaient perçants, m'évaluant avec la précision froide et calculée d'un chirurgien sur le point d'opérer. Je me suis assis dans le lourd fauteuil en cuir en face de son immense bureau en acajou et j'ai étalé tout ce que j'avais. J'ai posé l'assignation en justice sur le bureau. À côté, j'ai placé un épais classeur contenant mes relevés bancaires, mes fiches de paie et mes déclarations de revenus détaillant mon salaire et mes économies des 6 dernières années. Ensuite, j'ai posé le rapport de police de l'intrusion de minuit, et enfin, les captures d'écran imprimées de la publication diffamatoire de Julien ainsi que les commentaires haineux. Victoria a examiné les documents dans un silence absolu pendant 10 minutes d'angoisse. Le seul son dans la grande pièce était le tic-tac d'une lourde horloge ancienne sur le mur et le bruissement sec du papier pendant qu'elle parcourait mes relevés bancaires. Finalement, elle a fermé le classeur, s'est adossée à son fauteuil, a joint les mains et m'a regardé droit dans les yeux. « Ce procès est ridicule, monsieur Arthur, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme comme l'acier. Ils prétendent qu'un accord familial verbal l'emporte sur une réalité financière documentée. C'est une tactique juridique désespérée et pathétique. Elle repose entièrement sur l'hypothèse que vous allez céder sous la pression émotionnelle et simplement céder le titre de propriété pour éviter l'humiliation publique. Je ne céderai pas, ai-je dit, la voix ferme. Je brûlerai la maison avant de la lui donner. Parfait, a dit Victoria, un léger sourire de prédateur étirant le coin de ses lèvres. Parce que dans une salle d'audience, les émotions sont complètement inutiles. Le juge ne se soucie pas de vos sentiments. Le juge se soucie des papiers. Nous avons les papiers pour prouver que vous avez acheté la maison, mais ils feront témoigner vos parents sous serment au sujet de cette promesse imaginaire. Ce sera 2 contre 1. Nous avons besoin que quelqu'un de votre famille témoigne du contraire. Quelqu'un qui sait qu'il n'y avait pas d'héritage désigné pour Julien et qui est prêt à le déclarer officiellement. Mon esprit tournait à toute vitesse. Mes parents contrôlaient étroitement le récit familial depuis des années. Il régnait sur la famille élargie d'une main de fer faite de commérage et de manipulation. Qui pouvait bien s'opposer à eux? Mon cousin Léo, ai-je dit soudainement, me penchant en avant. Léo a vécu avec nous pendant 2 ans lorsque ses parents traversaient des difficultés financières. Il sait exactement comment mes parents me traitaient. Il sait que j'ai payé mes propres études universitaires. Il sait que mes grands-parents n'ont laissé aucun fonds spécial pour Julien parce qu'il était assis à table lors de la lecture du testament. Appelez-le, a ordonné Victoria, poussant le téléphone de son bureau vers moi. Obtenez une déclaration écrite sous serment. Il faut qu'il s'engage. J'ai appelé Léo dès que j'ai quitté le bâtiment et que je suis arrivé à ma voiture. Il a répondu chaleureusement. Lorsque je lui ai expliqué le procès et la situation, il a semblé sincèrement indigné. C'est de la folie, Arthur, a dit Léo au téléphone. Pendant un bref instant, assis dans le parking souterrain, j'ai senti une immense vague de soulagement m'envahir. J'avais un allié au sein de la famille. J'avais un bouclier contre leurs mensonges. J'ai passé les 3 semaines suivantes à fonctionner comme une machine. J'allais au travail. J'organisais mes relevés financiers remontant à mon tout premier salaire. Et je ne communiquais qu'avec Victoria. Mes parents m'envoyaient des emails quotidiens. Un mélange bizarre et psychotique de jargon juridique menaçant de leur avocat et de manipulation émotionnelle de ma mère disant que je lui brisais le cœur et détruisais la famille. Je n'ai pas répondu à un seul. Je les ai simplement transférés à Victoria, qui les a tous classés dans un dossier séparé marqué « Preuve de harcèlement ». 2 jours avant l'audience prévue, j'étais assis dans le bureau de Victoria, examinant la version finale de mon témoignage. Son assistante a frappé frénétiquement et est entrée, l'air incroyablement tendu. Elle a tendu une feuille de papier à Victoria. Victoria l'a lu, sa mâchoire se serrant si fort que je pouvais voir le muscle tressaillir sur sa joue. Elle a posé le papier sur son bureau, a laissé échapper un lent soupir et a levé les yeux vers moi. Nous avons un problème de taille, a-t-elle dit,
sa voix totalement dépourvue de son assurance habituelle. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, un œuf froid se formant instantanément dans mon estomac. L'avocat adverse vient de soumettre sa liste finale de témoins au tribunal. Victoria a tourné la feuille de papier pour que je puisse la voir. « Votre cousin Léo est dessus, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, confus. « Il témoigne pour nous. » Victoria a secoué lentement la tête. « Non, Arthur. Il est inscrit comme témoin principal pour les plaignants, pour vos parents. Il a soumis ce matin une déclaration notariée sous serment affirmant qu'il vous avait personnellement entendu reconnaître que l'argent de l'héritage était destiné à Julien et que vous vous étiez vanté auprès de lui de l'avoir pris malgré tout. » La pièce s'est mise à tourner violemment. L'acier poli et le verre du bureau ont semblé se refermer sur moi, m'étouffant. Léo, mon cousin, le gars à qui j'avais donné des cours de maths au lycée. Le gars qui avait mangé à ma table. Pourquoi, ai-je articulé avec peine, la trahison me frappant comme un coup de poing écrasant en pleine poitrine. Il connaît la vérité. Pourquoi mentirait-il sous serment? Victoria a tourné son écran d'ordinateur vers moi. C'est une base de données financières publiques. J'ai lancé une vérification approfondie des antécédents dès que j'ai vu son nom sur leur liste. Léo est criblé de dettes. Il risquait la saisie de son propre appartement. Il y a 2 jours, un versement massif de 35 000 $ a été effectué pour rembourser ses dettes principales. La source des fonds remonte à un compte joint détenu par Richard et Eleanor Vance. Ils l'avaient acheté. Mes parents avaient littéralement payé le parjure de mon cousin. Ils lui avaient donné 35 000 $ pour mentir sous serment, pour commettre un délit criminel juste pour obtenir une maison pour Julien. Le niveau de corruption, la dépravation pure de ce qu'ils étaient prêts à faire pour détruire leur fils aîné était étouffant. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient de manière incontrôlable. Chaque personne avec qui je partageais un lien de sang essayait activement de ruiner ma vie. Je me tenais au centre même de l'œil du cyclone, complètement seul, entouré de gens qui portaient les visages de ma famille mais agissaient comme un cartel impitoyable. Victoria s'est penchée en avant, ses yeux plongeant dans les miens, cherchant le moindre signe de faiblesse. « Arthur, voulez-vous négocier un accord? Nous pouvons faire traîner les choses, rendre la procédure extrêmement coûteuse pour eux en frais d'avocat, et peut-être négocier un versement d'argent pour qu'ils s'en aillent. C'est plus sûr que d'aller au procès avec un membre de la famille prêt à commettre un parjure contre vous. » J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à l'odeur de peinture fraîche dans ma maison. J'ai pensé au sandwich à la dinde froid, à la voiture de 10 ans d'âge, aux 6 années d'une discipline implacable et douloureuse. Et puis j'ai pensé à Julien debout sur mon porche avec un serrurier, souriant dans la nuit, croyant qu'il avait gagné. J'ai arrêté de trembler. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé Victoria et le feu dans ma poitrine a consumé les tout derniers restes de ma tristesse. Non, ai-je dit, ma voix froide comme la glace. Nous ne négocions pas d'accord. Nous allons au tribunal, et nous allons les détruire. Je ne le savais pas encore, mais mon salut n'allait pas venir de mon cousin, de mes amis ou même de mes relevés bancaires. Il allait venir d'un vieil homme qui observait le dysfonctionnement de mes parents dans l'ombre depuis des décennies, détenant un secret qui allait faire sauter le toit du tribunal. Le tribunal de comté était une structure massive et imposante, construite d'épais blocs de béton gris et de vitres teintées lourdes. Il était conçu pour vous faire sentir incroyablement petit dès que vous franchissiez les lourdes portes tournantes. Et il remplissait parfaitement sa tâche. L'air à l'intérieur sentait le vieux nettoyant pour sol, l'acajou ciré et la sueur froide et nerveuse de milliers de personnes se disputant les morceaux brisés de leur vie. J'ai descendu le long couloir sonore du 4e étage aux côtés de Victoria Vance, mon avocate. Je portais mon meilleur costume bleu marine, celui que j'avais acheté spécifiquement pour les présentations d'entreprise. Mes paumes étaient glacées et un nœud serré d'angoisse me tordait l'estomac. En dépit de tout, mon esprit était parfaitement clair. Je n'entrais pas dans ce bâtiment en tant que fils cherchant l'approbation de ses parents. Je n'y entrais pas en tant que grand frère essayant de maintenir la paix. J'y entrais en tant que défendeur luttant pour sa survie financière contre une entité hostile hautement organisée. Nous avons poussé les lourdes doubles portes en chaîne de la salle d'audience 4B. La pièce était d'une tension étouffante, l'atmosphère si lourde qu'on aurait pu la couper au couteau. Les bancs en bois du public étaient pour la plupart vides, à l'exception de quelques greffiers observant le rôle du jour. Ma famille était déjà installée à la table des demandeurs. Mon père, Richard, portait un costume anthracite élégant.
Il se tenait parfaitement droit, les épaules carrées. Il ressemblait à un homme sur le point de conclure une transaction immobilière commerciale très lucrative. Il dégageait une aura écœurante d'assurance imméritée. Il croyait vraiment être le patriarche exigeant l'obéissance vertueuse d'un subordonné rebelle. À côté de lui se trouvait ma mère, Éléanore. Elle serrait un mouchoir blanc froissé dans ses mains, portant déjà le masque méticuleusement conçu d'une matriarche au cœur brisé et de longue date martyre. Elle s'était habillée de manière un peu plus modeste, portant un gilet beige discret, jouant visuellement le rôle de la victime fragile. Et puis il y avait Julien. Mon jeune frère portait un costume bleu marine sur mesure que mes parents avaient sans doute payé avec une carte de crédit. Il avait l'air bien trop suffisant. Il s'est adossé à sa lourde chaise en bois, a chuchoté quelque chose à leur avocat, Bernard Langford, et a même laissé échapper un léger rire. Il semblait incroyablement à l'aise. Ils étaient installés dans le piège de leur propre suffisance. Ils étaient entièrement convaincus de détenir toutes les cartes gagnantes parce qu'ils avaient réussi à acheter le parjure de mon cousin Léo avec un pot de vin de 35 000 $. Ils pensaient que j'allais craquer sous la pression d'un spectacle familial public. Ils supposaient que je capitulerais dès que la manipulation émotionnelle commencerait. La juge Evelyn Carter est entrée dans la salle précisément à 9 heures. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, sévère et pragmatique. Elle portait sa robe noire comme une armure. Elle avait la réputation dans toute la ville de mener ses audiences avec une efficacité redoutable et de ne tolérer absolument aucune procédure abusive. Elle a pris place sur son siège surélevé, a ajusté ses lunettes de lecture et a frappé une fois son marteau de bois. Le coup sec a résonné dans la pièce comme un coup de feu. « Commençons », a annoncé la juge Carter, sa voix coupant nettement l'air lourd. J'ai examiné les conclusions préliminaires de l'affaire Vance contre Vance. Il s'agit d'un litige concernant la propriété d'un bien et le détournement présumé de fonds d'un héritage. Conseil des plaignants, Maître Langford, la charge de la preuve vous incombe. Vous pouvez appeler votre premier témoin. Bernard Langford s'est levé et a boutonné sa veste de costume. C'était un avocat théâtral et doucereux qui gagnait manifestement sa vie grâce à la manipulation émotionnelle plutôt qu'à des faits documentés rigoureux. Il a lissé sa cravate et a appelé mon père à la barre. Richard s'est dirigé vers la barre des témoins, a posé sa main sur la Bible et a prêté serment de dire la vérité. Il s'est assis, l'air incroyablement digne. Bernard a fait les 100 pas lentement devant la barre, s'exprimant d'un ton bas et hautement respectueux. Monsieur Vance, pourriez-vous expliquer à la cour la nature spécifique de l'accord familial verbal concernant l'héritage, a demandé Bernard, les mains jointes derrière le dos. Mon père a pris une profonde inspiration, regardant directement la juge pour établir un climat de confiance. Oui, monsieur. Lorsque mes parents sont décédés, nous avions un accord familial strict et contraignant. Ma mère a toujours voulu que Julien, son plus jeune petit-fils, bénéficie d'une aide financière substantielle pour l'achat de sa toute première maison. C'était un accord verbal bien connu et explicitement compris au sein du foyer. Arthur le savait parfaitement. L'argent qu'il a utilisé pour son récent achat immobilier faisait partie d'un transfert de richesse générationnelle qu'il a indûment intercepté et accaparé pour lui-même. C'était un mensonge de génie et terrifiant. Il l'a prononcé avec la conviction absolue d'un sociopathe aguerri. Il n'a pas bégayé. Il n'a pas détourné le regard. Victoria, assise à côté de moi à la table de la défense, avait le visage de marbre. Elle n'a pas soulevé une seule objection. Elle a simplement pris des notes méticuleuses sur un bloc-notes jaune, le laissant creuser sa propre tombe. Ensuite, Bernard a appelé ma mère à la barre. Éléanore s'est avancée lentement vers la barre. La performance théâtrale est immédiatement passée à la vitesse supérieure. Sa voix a tremblé parfaitement sur commande desquelles a prêté serment. Madame Vance, a demandé doucement Bernard, jouant le rôle du conseiller compatissant. Pouvez-vous nous dire comment cette situation a affecté votre famille ? Nous n'avons jamais voulu en arriver là, a pleuré doucement Éléanore, tamponnant ses yeux parfaitement secs avec son mouchoir. Nous aimons Arthur. Nous l'aimons vraiment, profondément. Mais nous ne pouvons pas rester sans rien faire et le laisser voler l'avenir de son jeune frère. Nous voulons juste ce qui avait été promis à Julien par sa grand-mère. Arthur nous punit. Il déchire cette famille, et je ne comprends tout simplement pas pourquoi il agit de manière si égoïste. J'ai agrippé le bord de la lourde table de la défense en bois jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches.
Regarder sa propre mère mentir sous serment pour vous voler le toit que vous avez sur la tête est un type de violence psychologique spécifique que je ne peux décrire adéquatement. Cela brise quelque chose de fondamental dans votre esprit. Vous réalisez enfin que la femme qui vous a donné la vie ne vous considère que comme un agneau sacrificiel pour son enfant préféré. J'ai pensé à tous ces dîners de Thanksgiving où j'étais assis tranquillement sans rien demander, tandis qu'il couvrait Julien d'éloges. Tout cela n'était qu'une préparation pour cette trahison. Puis est venu le tour de Julien. Il a ajusté sa cravate de soie et a livré sa meilleure interprétation du jeune homme en difficulté, victime d'une économie difficile. Il a témoigné qu'il économisait depuis des années, planifiant soigneusement son avenir. Il a affirmé avec audace que je m'étais empressé d'acheter la maison avec malveillance, spécifiquement pour épuiser les ressources de la famille avant qu'il ne puisse organiser sa vie. Il m'a regardé directement depuis la barre, le regard plein d'un défi arrogant. Mais le véritable coup de poignard, le moment sur lequel ils avaient fondé toute leur stratégie juridique, est survenu lorsque Bernard a appelé Léo à la barre. Mon cousin a descendu l'allée centrale de la salle d'audience. Il ne pouvait pas me regarder. Son visage était pâle et une fine pellicule de sueur nerveuse couvrait son front. Il a prêté serment, la voix à peine audible. Léo, a demandé doucement Bernard, s'appuyant sur le pupitre. Vous avez passé beaucoup de temps sous le même toit que la famille Vance. C'est exact? Oui, a répondu Léo, fixant obstinément ses propres mains. Et avez-vous déjà entendu le défendeur, Arthur Vance, parler de l'argent de l'héritage destiné à Julien? Léo a dégluti péniblement. Il a jeté un coup d'œil nerveux vers la table des plaignants. Mon père lui a adressé un hochement de tête net et impérieux. Le hochement de tête à 35 000 $. Oui, a menti Léo, la voix légèrement tremblante. Arthur m'a dit qu'il savait que l'argent devait aller à Julien pour une maison. Il a dit qu'il s'en fichait. Il a dit qu'il allait le prendre et l'utiliser pour son propre apport parce que Julien était irresponsable et ne le méritait pas. Un murmure collectif a parcouru le petit public. Bernard a souri, l'air triomphant. Il s'est tourné vers la juge, les mains grandes ouvertes. Votre honneur, nous avons établi un schéma clair et indéniable de tromperie. Nous avons 3 membres de la famille, y compris un tiers objectif, qui corroborent exactement les mêmes faits. Le défendeur a agi de mauvaise foi, violant une confiance familiale sacrée pour s'enrichir personnellement. Bernard s'est rassis. Mes parents m'ont regardé, la victoire brillant sans retenue dans leurs yeux. Ils avaient construit un mur de mensonges impénétrables. Ils avaient réussi à instrumentaliser le système judiciaire en utilisant leur propre sang. Ils pensaient que le procès était joué. Ils pensaient que j'étais fini, condamné à remettre les clés de mon sanctuaire. La juge Carter a regardé notre table par-dessus ses lunettes, son expression indéchiffrable. Est-ce que la défense souhaite contre-interroger ses témoins, Maître Vance, ou avez-vous l'intention d'appeler les vôtres? Victoria s'est levée lentement. Elle a boutonné sa veste de costume avec une précision délibérée. Elle ne semblait pas décontenancée. Elle ne semblait pas intimidée. Elle ressemblait exactement à un prédateur suprême qui venait de coincer sa proie dans une impasse. Nous ne contre-interrogerons pas ces témoins spécifiques, votre honneur, a dit Victoria clairement, sa voix résonnant avec force dans la salle silencieuse. Nous laisserons leur parjure figurer telle quelle au dossier officiel. Au lieu de cela, la défense appelle notre premier et unique témoin. J'appelle Monsieur Henri Vance à la barre. L'air dans la salle d'audience s'est instantanément volatilisé. À la table des plaignants, mon père a physiquement tressailli, sa colonne vertébrale se redressant d'un coup. Le sourire suffisant a complètement disparu du visage de Julien, remplacé par une totale confusion. Éléanore a laissé tomber son mouchoir froissé sur le sol. Les lourdes portes en bois au fond de la salle se sont lentement ouvertes. L'oncle Henri a descendu l'allée centrale d'un pas lent et digne, l'allure d'un homme qui n'avait absolument rien à perdre et rien à cacher. C'était le frère aîné de mon père, un professeur d'histoire de lycée à la retraite qui avait toujours gardé une distance volontaire et considérable avec le foyer toxique de Richard. Il avait d'épais cheveux argentés, portait un simple costume en tweed marron et tenait une vieille sacoche en cuir. Il s'est avancé vers la barre des témoins, a posé fermement sa main sur la Bible et a prêté serment d'une voix forte et claire qui imposait un respect immédiat. Victoria s'est approchée du pupitre en bois. Elle n'a pas fait les 100 pas dans la pièce comme Bernard. Elle est restée parfaitement immobile, ancrant toute la salle par sa présence imposante. Monsieur Vance, a commencé Victoria d'un ton respectueux mais strictement professionnel.
Pourriez-vous clarifier votre relation exacte avec les parties présentes dans cette salle? Richard Ismail Jungerbroder, a dit Henri, sa voix grave portant facilement jusqu'au fond du public. Julien et Arthur sont mes neveux. Et vous étiez présents durant les dernières années de la vie de vos parents, n'est-ce pas? Les grands-parents du défendeur dont l'héritage est actuellement en question. J'ai été leur soignant principal à plein temps pendant les 5 dernières années de leur vie, a confirmé Henri, se redressant. J'ai géré leur succession. Je les ai conduits à leurs rendez-vous médicaux. J'ai fait leurs courses. Et j'étais physiquement présent lors de chaque décision juridique et financière qu'ils ont prise concernant leurs biens avant de décéder. Victoria a pris un document sur notre table de défense. Il était glissé dans une pochette de protection en plastique transparent. Elle en a remis des copies au greffier du tribunal. Votre honneur, je soumets formellement la pièce à de la défense comme preuve. Une copie vient d'être fournie au conseil adverse. Bernard Langford s'est empressé de saisir le papier que le greffier lui tendait. J'ai observé attentivement la couleur quitter rapidement le visage de Bernard alors que ses yeux parcouraient le texte. Il a presque cessé de respirer. Il ressemblait à un homme qui venait de marcher sans le savoir sur une mine antipersonnelle. Monsieur Vance, a continué Victoria, tournant à nouveau son attention inébranlable vers Henri. Pouvez-vous s'il vous plaît dire à la cour ce qu'est exactement ce document? Il s'agit d'une lettre notariée, juridiquement contraignante, rédigée par mon père, William Vance, exactement 2 mois avant son décès, a déclaré clairement Henri. Elle a été rédigée en présence de son avocat spécialisé en succession et officiellement tamponnée par un notaire public assermenté. J'ai conservé l'original en sécurité dans un coffre-fort de banque jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi cette lettre spécifique a-t-elle été rédigée, Henri? A demandé Victoria, sa voix résonnant. Henri a tourné la tête et a regardé directement son frère, Richard. Le dégoût absolu dans les yeux d'Henri était palpable. Parce que mes parents étaient terrifiés. Ils savaient exactement comment Richard et Eleanor fonctionnaient. Ils avaient observé pendant des années comment Arthur était gravement délaissé. Forcé de se débrouiller seul et de payer lui-même ses études universitaires tandis que Julien recevait absolument tout sur un plateau d'argent. Ils savaient que Richard essaierait de manipuler leur testament dès leur départ pour voler Arthur. Objection. A hurlé Bernard, se levant si vite qu'il a renversé sa chaise. Sa voix déraillait sous le coup d'une panique évidente. Oui dire. Conjecture. Le témoin spécule sur l'état d'esprit du défunt. Rejeté, a rétorqué immédiatement la juge Carter, foudroyant Bernard du regard. Le témoin était leur soignant principal et fournit le contexte nécessaire à un document officiellement notarié. Asseyez-vous, maître Langford. Continuez, maître Vance. Victoria s'est approchée un peu plus de la barre des témoins. Henri, voudriez-vous s'il vous plaît lire la partie surlignée de la lettre de votre père pour la cour? Henri a plongé la main dans sa poche de poitrine, en a sorti une paire de lunettes de lecture montées sur fil de fer, a déplié sa copie du papier et a lu. Sa voix était ferme, transmettant des mots venus d'outre-tombe qui allaient méthodiquement démanteler toute la conspiration de ma famille. Je cite, sachant le favoritisme profondément destructeur que mon fils Richard manifeste envers son plus jeune enfant, Julien, je me dois d'être tout à fait explicite dans mes dernières volontés pour protéger mon petit-fils aîné. Il n'existe absolument aucun fonds spécial, aucun compte d'études caché et aucun héritage destiné spécifiquement au logement, au véhicule ou à l'usage personnel de Julien. J'interdis explicitement à Richard de réaffecter les biens familiaux pour favoriser Julien au détriment d'Arthur. Chaque actif doit être liquidé et divisé à parts égales. Si une partie tente de prétendre le contraire dans un cadre juridique, elle viole directement mes dernières volontés de mourant et commet une fraude manifeste contre cette succession. Henri a lentement abaissé le papier et a retiré ses lunettes. Fin de citation. Un silence si profond qu'il en était assourdissant s'est installé dans la salle d'audience. On pouvait entendre le ronronnement des bouches de climatisation au-dessus de nos têtes. Mon père fixait le vide, la table d'acajou, le visage d'une nuance effrayante de gris pâle et malade. Eleanor avait les 2 mains plaquées sur la bouche, les yeux écarquillés par une terreur pure et sans mélange. Julien avait l'air sur le point de vomir sur le sol. Ils avaient construit tout un procès massif sur une vague promesse verbale, ignorant totalement que mon grand-père avait parfaitement anticipé leur cupidité sans fin et avait laissé un fusil de précision juridique entre les mains de l'oncle Henri. Mais Victoria n'en avait pas fini. C'était une avocate qui croyait profondément à l'anéantissement total par la terre brûlée. Merci, Henri.
Vous pouvez descendre de la barre, a dit doucement Victoria. Elle est retournée à la table de la défense. Maintenant, concernant les finances personnelles du défendeur, que les plaignants prétendent posséder, je soumets la pièce B de la défense. Il s'agit d'une analyse comptable médico-légale complète de l'historique financier d'Arthur Vance sur les 6 dernières années consécutives. Elle a remis un énorme classeur de 10 cm d'épaisseur au greffier, qui l'a transmis avec précaution à la juge. Votre honneur, a déclaré Victoria, sa voix résonnant d'une autorité absolue et indéniable. Chaque dollar utilisé pour acheter la propriété immobilière en question provient directement des dépôts de salaire de l'entreprise de mon client. Nous avons fourni 6 ans de formulaires fiscaux, des déclarations de revenus complètes, des relevés de cotisations de retraite et des numéros de routage bancaire retraçant chaque transfert. Il n'y a absolument aucun mélange de fonds hérités. Pas un seul centime ne provient de Richard Vance. La plainte des demandeurs n'est pas seulement factuellement incorrecte. C'est une fabrication malveillante et hautement calculée pour voler un bien légalement acquis en abusant du système judiciaire. Victoria s'est ensuite tournée vers le grand écran de projection fixé au mur de la salle d'audience. And finally, Your Honor, regarding the true character and the actual intention of the plaintiff. I am submitting Defense Exhibit C. Elle a appuyé sur le bouton d'une petite télécommande. Les écrans de la salle d'audience se sont allumés. C'était l'enregistrement vidéo haute définition du système d'alarme de mon Porsche. La vidéo s'est déroulée clairement dans la pièce sombre et silencieuse. On y voyait Julien tenant la lourde lampe torche Maglite. On y voyait le serrurier engagé avec sa perceuse robuste. L'audio capturait distinctement le serrurier disant qu'il devait percer la serrure pour entrer. Et puis, clair comme de l'eau de roche, la voix de Julien a sifflé agressivement à travers les haut-parleurs de la salle d'audience, alors perce. C'est ma maison. Fais-le, c'est tout. Puis l'alarme a hurlé sur la vidéo. Les projecteurs ont clignoté et Julien a trébuché sur le tuyau d'arrosage, tombant face contre terre dans la boue et s'enfuyant comme un voleur pathétique dans la nuit. Cette vidéo a été prise à 2 heures du matin, exactement 3 jours après que mon client a légalement signé l'achat de sa maison, a dit Victoria, se tournant pour fixer directement Julien, qui se recroquevillait actuellement sur sa chaise. Bernard Langford est resté complètement muet. Il n'a pas soulevé une seule objection. Il a même reculé légèrement sa chaise, prenant physiquement ses distances avec ses propres clients. Il savait que sa carrière entière et sa licence d'avocat défilaient devant ses yeux parce qu'il avait fait aveuglément confiance à des menteurs pathologiques sans vérifier leurs affirmations. Victoria s'est tournée face à la juge, sa posture imposante et juste. Votre honneur, les plaignants ont conspiré pour commettre un parjure. Ils ont acheté un témoin. Ils ont tenté d'escroquer mon client de l'intégralité de ses économies d'une vie. Nous demandons que cette affaire soit immédiatement rejetée avec préjudice. Et nous demandons à la Cour d'imputer formellement tous les frais juridiques, les dépenses et les dommages-intérêts punitifs aux plaignants. Faisons une pause un instant. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'à ce point. Cela permet non seulement à plus de personnes de découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes expériences ont du sens pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager le reste de ce parcours. La juge Evelyn Carter a lentement retiré ses lunettes de lecture. Elle les a posées délibérément sur son bureau. Elle n'a plus regardé le tas de papier massif devant elle. Elle a concentré son regard incroyablement aiguisé et terrifiant de froideur directement sur mon père à la table des demandeurs. Monsieur Vance, a dit la juge Carter. Sa voix était d'un calme terrifiant. Le type exact de calme plat qui précède un ouragan dévastateur. En 20 ans passés sur ce siège, j'ai vu des familles se battre férocement pour de l'argent. J'ai vu la cupidité humaine ordinaire, mais j'ai rarement, voire jamais, été témoin d'une conspiration aussi profondément malveillante. Aussi totalement dépourvue de la décence parentale la plus élémentaire que celle que vous avez fièrement présentée dans ma salle d'audience aujourd'hui. Richard a ouvert la bouche pour parler, peut-être pour formuler un autre mensonge pathétique, mais la juge a levé un index, le réduisant instantanément au silence. Vous vous êtes assis sur cette chaise sous serment et vous avez menti à cette cour, a-t-elle poursuivi, sa voix montant régulièrement en volume et en intensité. Vous avez convaincu votre femme de mentir. Vous avez payé un jeune membre de votre famille pour qu'il commette un parjure criminel, dossier que je vais transmettre au bureau du procureur pour un examen pénal distinct. Et vous,
Julian Vance? Elle a déplacé son regard perçant vers mon frère. Julian s'est presque liquéfié dans son costume trop grand, fixant le sol. Vous êtes pris sur une caméra haute définition en train de tenter de cambrioler violemment une maison sur laquelle vous n'avez absolument aucun droit légal, a déclaré la juge Carter, son dégoût résonnant sur les murs. Vous avez une chance incroyable que le défendeur n'ait pas encore déposé de plainte pénale, car au vu de ces images, votre place est dans une cellule de prison de comté, pas dans une salle d'audience civile à exiger une maison gratuite. Julian a commencé à pleurer. De vraies larmes pathétiques et l'aide d'un enfant gâté confronté à des conséquences massives pour la toute première fois de sa vie. Il a enfoui son visage dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. Cette affaire est rejetée dans son intégralité avec préjudice, a déclaré la juge Carter d'une voix retentissante. Il est définitivement interdit aux plaignants de déposer à nouveau ces plaintes ou toute plainte connexe concernant cette propriété spécifique. De plus, j'accède pleinement à la demande de la défense. Les plaignants sont condamnés à payer l'intégralité des frais de justice d'Arthur Vance, que j'imagine substantiels. L'audience est levée. Elle a frappé le marteau avec une force incroyable. Le son de ce bois frappant le bloc a été la plus belle musique que j'ai jamais entendue de ma vie. C'était le bruit de lourdes chaînes de fer se brisant sur ma poitrine. C'était le son d'une réparation juridique absolue et indéniable. Victoria a rangé ses dossiers dans sa mallette en cuir avec des mouvements rapides et très efficaces. « Allons-y, Arthur », a-t-elle dit doucement en refermant les loquets en laiton. « Vous avez gagné. Nous en avons fini ici. » Je me suis levé. Mes jambes étaient un peu faibles à cause de la chute d'adrénaline, mais ma colonne vertébrale était parfaitement droite. J'ai descendu l'allée centrale, l'oncle Henri posant une main lourde et immensément réconfortante sur mon épaule alors que nous franchissions les doubles portes pour sortir dans le couloir brillamment éclairé. Nous n'avions même pas encore atteint la batterie d'ascenseur que j'ai entendu des pas précipités et désespérés courir derrière nous sur le sol en marbre. « Arthur, Arthur, s'il te plaît, attends. » C'était Richard. Il accourait dans le couloir, Eleanor le suivant de près, le visage ravagé par un mascara coulant et une panique bien réelle. Julian était introuvable. Il s'était probablement éclipsé par la sortie de secours latérale pour éviter de faire face à ma colère. Je me suis arrêté et me suis retourné lentement. Victoria a fait un pas devant moi, la main levée, prête à faire barrière, mais j'ai doucement touché son bras, lui signifiant que je devais gérer cela moi-même. Richard s'est arrêté à quelques pas, haletant légèrement. Il avait l'air complètement désespéré. Son aura de patriarche autoritaire était entièrement brisée en 1000 morceaux. « Arthur, s'il te plaît. Tu dois comprendre la pression sous laquelle nous étions. Nous essayons juste de protéger ton frère pour qu'il ne se retrouve pas à la rue. Il a du mal financièrement. Nous sommes une famille. Arthur, tu ne peux pas laisser la juge nous imposer les frais d'avocat de ta défense. Cela va nous ruiner complètement. Il y en a pour des dizaines de milliers de dollars. Vous vous êtes ruiné vous-même, ai-je dit. Ma voix était d'un calme déconcertant. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus de tristesse. Je ne ressentais absolument rien pour l'homme debout devant moi. Le puits émotionnel était complètement sec. Eleanor a tendu la main, ses doigts tremblants agrippant désespérément la manche de ma veste de costume bleu marine. « Arthur, mon chéri, s'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons fait une terrible erreur. Nous allons arranger les choses, je te le promets. Tu es mon fils aîné. Tu dois nous aider à régler ça. » J'ai baissé les yeux vers sa main, puis je l'ai regardé droit dans les yeux, balayant des décennies de culpabilité et de manipulation. Une vraie mère n'emmène pas son fils au tribunal pour lui voler le toit qu'il a sur la tête. Une vraie famille n'achète pas un parjure pour détruire son propre sang. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi Julian. Vous avez toujours choisi Julian. Maintenant, vous allez devoir assumer les conséquences de ces actes. J'ai reculé d'un coup sec, dégageant mon bras de son étreinte. Ne m'appelez plus jamais. Ne venez plus jamais chez moi. Si vous mettez un pied sur ma propriété, je vous ferai immédiatement arrêter pour violation de domicile. Notre relation est terminée. J'ai tourné le dos et suis entré directement dans l'ascenseur. Les portes métalliques se sont refermées avec un clic satisfaisant, coupant la vue pathétique de mes parents debout dans le couloir du tribunal, complètement anéantis par leur propre cupidité toxique. 6 mois plus tard, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place,
révélant exactement pourquoi mes parents avaient été si incroyablement désespérés de me voler ma maison et pourquoi ils avaient tant besoin d'un actif gratuit. Je dînais tranquillement avec l'oncle Henri et Marcus dans un restaurant de grillade haut de gamme en centre-ville pour célébrer la fin de l'année. Henri avait suivi de près les retombées grâce au commérage de la famille élargie, plus précisément par l'intermédiaire de la tante Béatrice, qui avait rapidement changé de camp une fois que l'argent s'était tari. Ils ont perdu leur maison, Arthur, a dit doucement Henri en coupant son faux filet. J'ai arrêté de mâcher, reposant ma fourchette. Quoi? Comment ça? Richard et Eleanor ont fait faillite, a expliqué Henri en secouant la tête, incrédule. Il s'avère que Julien n'avait pas seulement des dettes de cartes de crédit ordinaires. Il y a un an, il est allé dans un concessionnaire de luxe et a acheté une Porsche flambant neuve, une Porsche 911 Carrera. Il a convaincu tes parents de co-signer le prêt massif, affirmant qu'il avait absolument besoin d'un véhicule de luxe pour son image d'influenceur afin d'obtenir des partenariats. Marcus a laissé échapper un sifflement sonore, manquant de renverser son verre. Une Porsche? Tu plaisantes? Le gamin n'avait même pas de travail. C'est bien pire que ça, a continué Henri, prenant une gorgée de son vin. Pour éviter que la Porsche ne soit saisie lorsque Julien a inévitablement manqué ses paiements, et pour payer secrètement le pot de vin de 35 000 $ de Léo pour le procès, Richard a secrètement contracté une énorme ligne de crédit hypothécaire. Une deuxième hypothèque sur leur maison principale. Lorsqu'ils ont perdu le procès et ont été légalement contraints de payer tes énormes frais d'avocat en plus de ceux de leur propre avocat, ils ont complètement vidé leur compte. Ils n'ont pas pu faire face au remboursement. La banque a officiellement saisi leur maison la semaine dernière. Je me suis adossé à ma chaise, absolument stupéfait. Où est-ce qu'ils vivent? Ils louent actuellement un minuscule appartement de 2 pièces délabré près de la zone industrielle bruyante à côté de l'aéroport, a dit Henri avec un sourire sombre. Et comme la Porsche a finalement été saisie de toute façon, Julien dort actuellement sur leur canapé bon marché du salon, se plaignant de la vitesse du Wi-Fi. Le karma n'a pas seulement frappé doucement à leur porte d'entrée. Il a foncé avec un camion de dépannage directement à travers la fenêtre de leur salon. Ils avaient volontairement sacrifié leur fils aîné pour financer un style de vie luxueux pour le plus jeune. Et à la fin, l'univers les avait dépouillés d'absolument tout. Les répercussions massives du procès n'ont pas seulement nettoyé ma vie personnelle. Elles ont également envoyé une onde de choc incroyable dans mon univers professionnel. Pendant le chaos de la poursuite, Derek, un collègue profondément complexé et hautement compétitif, avait réussi à trouver la publication Facebook diffamatoire de Julien. Derek avait joyeusement propagé ses rumeurs malveillantes autour de la fontaine à eau du bureau, essayant de saboter ma réputation professionnelle. Il m'avait dépeint auprès de la direction générale comme un voleur instable et indigne de confiance qui avait dépouillé sa propre grand-mère. Il pensait désespérément que ce scandale ruinerait mes chances pour la promotion à venir dans le département, lui ouvrant ainsi la voie. Il s'était trompé de manière catastrophique. Le lundi matin suivant immédiatement le procès, je me suis rendu directement dans la suite exécutive au dernier étage et j'ai formellement demandé un entretien privé avec notre PDG, Monsieur Sterling. C'était un homme vif, d'une grande intelligence, qui accordait une valeur immense à l'intégrité et à la résolution de problèmes au-dessus de presque tout le reste. Je me suis assis dans son immense bureau, je lui ai remis une copie certifiée et tamponnée du rejet final de la juge, et je lui ai expliqué de manière brève et professionnelle la tentative d'extorsion que ma famille avait orchestrée et la façon dont je l'avais légalement démantelée. Monsieur Sterling a lu le document juridique dans un silence total. Il a regardé le sceau officiel du tribunal, puis a levé les yeux vers moi. Son expression n'était pas celle de la pitié d'entreprise, mais d'un respect profond. « Laissez-moi bien comprendre, Arthur », a demandé Monsieur Sterling en haussant un sourcil argenté. Vous avez repoussé une attaque juridique et émotionnelle hautement coordonnée de votre propre famille immédiate, protégé avec succès vos actifs personnels devant un tribunal. Et vous avez tout de même réussi à livrer le code bêta hautement complexe pour le lancement du nouveau logiciel avec 3 jours d'avance sur le calendrier? Oui, monsieur, ai-je répondu fermement, maintenant un contact visuel soutenu. Je ne laisse en aucun cas les turbulences personnelles affecter mon rendement professionnel ou l'intégrité de mon travail. Monsieur Sterling a hoché la tête lentement, s'adossant à son fauteuil en cuir. J'ai entendu les rumeurs ridicules que Derek propageait dans le département informatique. Je déteste les ragots de bureau, Arthur, mais je déteste encore plus les lâches. Un homme capable de garder un calme absolu,
d'élaborer une réflexion stratégique et d'obtenir des résultats tout en se tenant au centre d'une tempête personnelle est exactement le genre d'homme dont j'ai besoin pour diriger une équipe majeure. Ce vendredi après-midi même, l'entreprise a envoyé un email général annonçant ma promotion officielle au poste de directeur de projet senior. Elle s'accompagnait d'une augmentation massive de mon salaire de base, d'options d'achat d'actions et de mon propre bureau d'angle offrant une vue imprenable sur la ville. 2 semaines plus tard, Derek a été discrètement transféré dans une équipe de saisie de données de niveau inférieur au sous-sol. Il était totalement incapable de me regarder dans les yeux chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs de l'entreprise. La validation professionnelle était incroyable, mais la véritable guérison profonde s'est produite bien loin des bureaux de l'entreprise. 1 mois plus tard, le temps s'est enfin réchauffé, apportant une belle et fraîche brise printanière. J'ai décidé qu'il était enfin temps de pendre la crémaillère comme il se doit. Je n'ai pas invité un seul parent éloigné par un sentiment déplacé d'obligation toxique. Je n'ai pas invité de personnes qui exigeaient mes ressources tout en offrant absolument rien en retour. J'ai organisé un grand barbecue dans mon jardin. Et j'ai invité ma vraie famille. Marcus était là, portant un tablier, s'occupant joyeusement du barbecue à charbon de bois tout en buvant une bière locale bon marché, riant aux éclats à la blague de quelqu'un. L'oncle Henri était confortablement installé sur le nouveau salon de jardin que j'avais acheté, savourant un verre de thé glacé sucré et racontant des histoires hilarantes sur ses années d'études dans les années 70. Même Victoria Vance, ma brillante avocate, est passée pendant 1 heure. Elle avait troqué ses tailleurs stricts et intimidants contre un pull en cachemire confortable et un jean, souriant chaleureusement en admirant les aménagements paysagers que j'avais faits dans le jardin avant. Je me tenais seul sur mon porche arrière, appuyé contre la rampe en bois lisse, les regardant simplement interagir. L'odeur riche du charbon de bois brûlant et de la viande grillée flottait dans l'air de la soirée. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de nuances magnifiques et spectaculaires d'orange, de rose et de violet foncé, projetant une lueur chaleureuse et incroyablement paisible sur l'herbe fraîchement tondue de mon jardin. Pour la toute première fois de mes 32 ans de vie, mon estomac n'était pas noué par l'angoisse. Je n'attendais pas nerveusement une critique acerbe et passive-agressive de ma mère sur mes vêtements ou mon poids. Je n'appréhendais pas avec anxiété une demande financière soudaine de mon père pour régler un problème qu'il avait créé. Je ne refoulais pas activement mon propre bien-être, mon propre bonheur, pour faire de la place à l'ego démesuré et fragile de mon frère. J'ai pris une longue et profonde inspiration de l'air frais de la soirée, remplissant complètement mes poumons. La maison offrait désormais une sensation tout à fait différente. Ce n'était plus seulement un achat immobilier coûteux. Ce n'était plus un champ de bataille stressant ou un morceau de propriété contesté figurant dans un dossier juridique déprimant sur le bureau d'un juge. C'était un foyer. Mon foyer, pleinement, incontestablement et légalement le mien. Chaque brique, chaque lame de parquet, chaque brin d'herbe m'appartenait. J'ai réalisé quelque chose d'incroyablement vital en observant là les gens qui se souciaient réellement de moi. La société véhicule constamment ce récit toxique et dangereux selon lequel le sang est toujours plus fort que l'eau. On nous lave le cerveau de manière systématique dès l'enfance pour nous faire croire que le simple fait de partager le même ADN signifie que l'on doit sa vie, sa santé mentale et ses ressources durement acquises à sa famille. On nous répète de pardonner l'impardonnable, de tendre l'autre joue simplement parce que la personne qui tient le couteau se trouve être un parent ou un frère. Mais le sang n'est qu'un hasard biologique. La véritable famille se définit par les actes. La famille se définit exclusivement par les personnes qui se tiennent fièrement à vos côtés lorsque tout le reste vole en éclats. La famille se définit par le respect mutuel, par l'honnêteté brute et par les limites sacrées et inviolables que vous tracez pour protéger votre propre paix d'esprit. Je n'ai pas seulement gagné un procès civil contre Richard, Éléanore et Julien. J'ai reconquis ma vie tout entière. J'ai brisé définitivement une malédiction générationnelle d'abus émotionnels et d'exploitation financière. J'ai récupéré ma voix. J'ai farouchement protégé mes limites. Et j'ai enfin véritablement compris ma propre valeur en tant qu'homme. J'ai appris que, parfois, l'acte d'amour-propre le plus profond consiste à avoir le courage absolu de s'éloigner des personnes qui sont déterminées à vous détruire. Ainsi, à tous ceux qui écoutent cette histoire en ce moment et qui se sentent complètement piégés, à tous ceux qui sont vidés financièrement ou émotionnellement par un frère ou une sœur érigés en enfant roi. Ou manipulés par des parents qui utilisent la culpabilité comme une arme pour contrôler votre vie, s'il vous plaît, entendez-moi bien, vous ne devez pas votre avenir à vos bourreaux. Vous avez le droit de verrouiller votre porte d'entrée. Vous avez le droit de bâtir une immense forteresse pour protéger votre paix.
Et vous avez absolument le droit de vous battre de toutes vos forces. Avez-vous déjà affronté une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne de démarcation dure et sans pardon pour protéger votre paix d'esprit et le fruit de votre travail? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite du voyage.